Bonsoir à tous. Séisme d'Al Haouz, la forte mobilisation se poursuit sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour accélérer le chantier du relogement et de la reconstruction. Le souverain insiste beaucoup sur l'efficacité et sur la célérité, ainsi que sur la nécessité que l'opération soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique, architecturale, en harmonie avec le patrimoine de la région et qui respecte ses caractéristiques architecturales uniques. Sa Majesté le Roi a également réitéré ses hautes instructions pour que la réponse soit forte, rapide et volontariste, tout en respectant la dignité des populations, leurs coutumes et leur patrimoine. Les mesures devront donc non seulement œuvrer à réparer les dégâts du séisme, mais également à lancer un programme réfléchi, intégré, ambitieux pour la mise à niveau générale des régions touchées. Et justement, dans toutes les zones sinistrées, les actions ont été déjà entamées pour l'accélération du chantier de reconstruction sur haute instruction royale, épaulé par les ingénieurs et les techniciens du laboratoire public des études et des essais. Eh bien, les services d'urbanisme des provinces affectées par le séisme ont procéder à plusieurs visites de terrain, et cela pour le renforcement des personnes concernées, le recensement des personnes concernées, l'évaluation des dégâts, ainsi que pour la réalisation des expertises techniques sur les habitations et les bâtiments totalement ou alors partiellement endommagés. Exemple tout de suite à Amzmiz avec Omar Aït-Issa, Abdelmjid El-Hallaoui et Zakaria Mouqim-Billah. Des ingénieurs et des techniciens du laboratoire public d'essais et d'études on visite dans les quartiers sinistrés d'Amzmiz. Première étape, l'école primaire Maria El-Qibtiya, dont l'édifice a subi de sérieux dégâts. Édifié en 1949, ce bâtiment mixe entre des techniques de construction modernes et anciennes, un toit en béton et des murs en pierre, selon les procédés traditionnels. بعد التقييم ديال الاضرار اللي طالت هذه المؤسسه هذه لاحظنا بان L'expertise des dégâts subis par cet établissement montre que les murs des salles de classe ont subi des fissures importantes. Le bâtiment ne sera donc pas habitable car il représente un danger pour la sécurité des usagers, y compris les élèves et le personnel de l'établissement. À l'école Maria El-Qibtiya, plus de 1600 élèves sont scolarisés. Seule solution pour l'instant pour la poursuite de la scolarité, c'est 8 tentes installées par les forces armées royales dans la cour de l'école pour accueillir de nouveaux élèves et enseignants. بعد الهزه الارضيه اللي عرفتها على فائق من الحوز توقفت الدراسه بشكل مرحلي. Après le séisme subi dans la province d'El Haouz, les études ont été interrompues de manière temporaire. Actuellement, des efforts sont fournis pour reprendre les études et le retour des élèves dans les salles de classe. Cette opération est suivie de près par les experts du laboratoire public d'essais et d'études, qui nous conseillent sur les consignes de sécurité à suivre. Dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, les responsables du service d'urbanisme de la commune d'Amzmiz sont mobilisés. Objectif, recenser les dégâts dans les habitations et les édifices publics. Nous sommes mobilisés pour appliquer les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, pour travailler sérieusement et rendre l'éclat à cette ville. Nous sommes également fiers de la solidarité exprimée par l'ensemble des Marocaines et Marocains. Sur les 300 habitations visitées par les experts dans la commune d'Amzmiz, près de 80% ne sont plus habitables. Une situation qui nécessite tout un programme de relogement et de restauration, selon les normes et le cachet architectural local. En attendant, les écoliers pourront poursuivre leur scolarité dans des conditions quasi normales, dans l'attente de la réhabilitation de leur établissement. Et dans un élan de solidarité nationale, plusieurs architectes se joignent de façon bénévole aux travaux d'inspection des maisons endommagées par le séisme d'Al Haouz. Des patriotes qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur pierre à l'édifice et pour contribuer aux efforts collectifs visant la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées. Je vous propose tout de suite d'écouter l'un de ces bénévoles, Driss Khedmachi. Il est architecte. Sur demande de l'ordre régional de Marrakech, nous avons des sorties pour faire des diagnostics partout dans Marrakech. Donc on a divisé Marrakech en 16 arrondissements. Le Médina est un des arrondissements et c'est celui qui a été le plus touché.
وشنو كنديروا دونك كنخرجوا حنايا هنايا في المدينه avec une équipe avec des ingénieurs avec des entreprises ديال البني وكنخرجوا كنديروا دي دياغنوستيك c'est-à-dire que كنشوفوا هذا on va ratisser la médina كنسراو في المدينه الا بانت لنا شي شق ولا شي حاجه كي بريزونط ان دونجي ولا الا الناس عيطوا لينا قالوا لنا راه عندي شي شق هنا في الدار هذا كنمشيو كنشوفوه دونك حنا دابا يلا في لا بروميير فاز هي نعرفوا بعدا نديفينيو اين شق واش il est structurel واش il est dangereux واش c'est des fissures qui présentent un risque sur les habitants ou même sur la voie publique ou les passants. Du coup, c'est ce qu'on commence par faire, ça c'est la première étape. Ou comment ça marche concrètement, c'est-à-dire que غادي نوصلوا غادي تبان لنا شي حاجه كنوقفوا غادي نصوروها غادي نعمروا une fiche signalétique كنقولوا ها فين كاينين الهرس ها فين كاين لي فيسيور ها هو لو دونجي اللي كاين ولا هذا ومن بعد على فان كنديروا ان كود سينياليتيك كنديروا روج فير ولا جون. Donc le rouge هي خاص l'habitation 3 on peut plus accéder à l'habitation. Le vert هو ممكنلك accéder à l'habitation ou jaune c'est accès qui est limité. C'est-à-dire qu'on peut accéder soit à une partie du bâtiment soit c'est juste les gens qui sont habilités à accéder, مثلا les entreprises de l'ADA ou ils vont accéder. Donc souvent la première phase c'est le diagnostic. Mais souvent on conseille d'étayer, c'est-à-dire que quand les étés, on va soutenir un mur ou là une dalle غادي تطيح. La troisième phase, donc les fiches signalétiques, on une trentaine ou une quarantaine par jour. À la fin de la journée, on attend les autorités locales. Huma, dès que ça qui ils prennent en charge. Maintenant, ils vont juste mettre des barrières, ils vont sécuriser la zone. Donc, quand les خدمة ديالنا اللي كنديروا دابا depuis تقريبا une semaine. Donc, خرجنا في المدينة وكنحاولوا نديروا هذه الخدمة. On est plusieurs commissions éparpillées. Et voilà. Et dans ce contexte de catastrophe nationale où notre pays a fait preuve d'une grande résilience avec toutes ses composantes, eh bien, honorant encore plus ses acquis, soyons généreux et solidaires, versant nos aides au fonds de gestion des effets du séisme, a précisé que la contribution des fonctionnaires par le salaire d'une journée de travail par mois sur 3 mois au fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Maroc sera facultative et volontaire, et cela sur la base d'un formulaire faisant office d'autorisation à cet effet. C'est ce qu'indique le département du chef du gouvernement. Cette mesure prendra donc effet sur renseignement d'un formulaire faisant office d'autorisation désigné à cet effet et signé par le fonctionnaire, l'agent ou l'employé concerné. Et revenons aux dégâts matériels provoqués par le séisme d'Al Haouz et au chantier de la reconstruction. Et pour en parler avec nous sur le plateau, professeur Hassan Ait Brahim, expert en génie parasismique et gestion des risques. Professeur Ait Brahim, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue, professeur. Alors, le Maroc, en ce moment, il soigne ses blessés, mais aussi on pense au relogement provisoire des personnes, des rescapés du séisme d'Al Haouz. On est déjà dans une phase de préparation de la reconstruction des zones sinistrées. Cela va se faire selon des critères bien précis, sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les travaux ont déjà commencé, en tout cas, cette préparation sur le terrain, par les autorités locales concernées, mais aussi par des équipes bénévoles d'architectes, comme nous l'avons vu dans les 2 reportages qui viennent d'être diffusés. Professeur Ait Brahim, l'opération, on l'a dit, ça va se faire avec harmonie, avec les caractéristiques architecturales de la région, mais aussi avec une prévention des éventuels risques des glissements de terrain, des inondations. Donc ma question est la suivante, pour comprendre comment les choses vont se passer de manière concrète. On va reconstruire, mais où, comment et avec quels matériaux? Voilà. Conformément donc aux directives de Sa Majesté, lors du dernier communiqué, il a bien précisé qu'il faudrait que l'on reconstruise d'abord sur des terrains qui doivent obéir à un certain nombre de conditions. Okay. Et à partir de là, la commission, avec tous les ministères, les directions et toutes les potentialités marocaines et les experts marocains se sont penchés sur ça. Ils travaillent dessus en faisant appel, par exemple, au CRTS pour utiliser les images satellitaires haute résolution, les géotechniciens, les architectes. L'objectif, c'est de choisir des terrains de façon à ce qu'ils soient à l'abri des inondations, des glissements de terrain et aux secousses sismiques. Et il faut que ce soit sur le plan géotechnique des terrains qui tiennent beaucoup. Donc il y aura de la science qui sera associée à un certain nombre de mesures qui sont utilisées d'ailleurs par le ministère de l'Urbanisme en ce qui concerne les cartes d'aptitude à l'urbanisation qui sont déjà en action au niveau de l'Husseima. Et
Et à partir de là, on va répondre déjà à cette première question, à savoir dans ce contexte très difficile, avec montagneux, où les espaces, les replats sont rares, les versants sont dangereux, eh bien essayer d'éviter tout ça pour construire en évitant un certain nombre de risques. Et la particularité de la région, c'est la construction en pisé qui est millénaire du Maroc, qui fait la particularité et même le charme de la région. Il y a même un code. Parlez-nous de ce code et comment capitaliser sur ces acquis, comment exactement. Faire les choses et les faire bien. Exactement. Et donc ça vient aussi dans la deuxième partie du communiqué du roi, où il insiste pour qu'on reconstruit en tenant compte du patrimoine et de l'aspect architectural caractéristique de cette région. Et à ce propos, comme vous l'avez dit, il y a un code de construction antisismique dans les constructions en terre qui est sorti dans le bulletin officiel numéro 6206 du 21/11/2013. Donc il date, maintenant on est 10 ans après. Et donc il y a toutes les prédispositions de façon, c'est les mêmes qu'au niveau du RPS 2000 pour ce qui est des constructions en béton armé, mais bien sûr adaptées en utilisant des matériaux simples qui sont précisés. Comme des précisions, des exemples concrets, professeur, pour que l'on puisse comprendre. Écoutez, on va jouer sur les relations poteau-poutre, c'est-à-dire que même si on utilise du bois d'une façon générale, il faudrait que là où il y a le bois et avec le toit, il faut que lorsque ça bouge, eh bien, il ne faut pas que ça se disloque, il faut que ça reste debout. Les murs, ils doivent avoir un certain nombre de caractéristiques. Les matériaux, eh bien, on ne va pas tout simplement utiliser n'importe quel matériau tel que les ma'allimines qui sont connus, c'est de la terre avec de la paille, etc. Non, ça ce sont des matériaux qui vont obéir à des expériences de laboratoire, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus résistants. Pour qu'il y ait une solidité. Pour qu'il y ait une solidité. Et nous, je tiens à préciser que nos architectes, nos ingénieurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, etc. sont au courant de ça et ils ont toute la formation nécessaire et je suis sûr qu'ils vont être performants et qu'ils vont essayer même d'améliorer ce code qui maintenant il date de 10 ans de façon à répondre aux attentes et des citoyens et de Sa Majesté le Roi. Et avant cette concrétisation et cette accélération, il y a des études, il y a des essais même qui sont en ce moment même en train d'être préparés. Sur quoi portent ces études et ces essais de façon plus concrète? D'une façon générale, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux volets. Le premier volet, c'est maintenant, il y a des directions qui sont en train de faire des études qui tiennent compte de la géologie de la région, de la géotechnique de la région, des inondations, des glissements de terrain qui sont vraiment très fréquents dans cette région de par les versants très raides et les matériaux qui ne sont pas stabilisés. Et l'objectif, c'est de sortir avec un choix de région et j'espère que les citoyens vont adhérer pour aller vers ces régions-là. Dans un deuxième temps, maintenant, on a dit, c'est que nos architectes, ils sont... D'abord, il faut aller sur le terrain. C'est très important, comme ça a été cité. Faire l'inspection nécessaire, évaluer, voir, écrire des rapports. Voilà, il faut tirer des leçons et voir un petit peu comment la déformation s'est faite et voir un petit peu comment dans ces anciennes maisons qui sont construites avec des méthodes anciennes, pourquoi certaines ont résisté et d'autres se sont entièrement écroulées. Une fois qu'on a le diagnostic, qu'on tire l'essentiel de la pathologie qui a été à l'origine, là, on va faire des propositions sur des bases solides. Et là, nos ingénieurs, et je répète, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, ont la formation nécessaire pour pouvoir exceller et faire des propositions meilleures pour que cette région soit dotée de constructions qui vont lutter contre ces risques. Et à l'instant même où nous parlons, professeur, on est à une semaine après la catastrophe naturelle, le séisme d'Al Hawz. Est-ce qu'il y a déjà des leçons qui se sont peut-être dégagées, des rapports préliminaires de ce qui a été fait jusqu'ici sur le terrain? Est-ce qu'on a déjà compris certaines choses
choses? Pourquoi cette bâtisse a résisté? Pourquoi l'autre, celle d'à côté peut-être, s'est complètement effondrée? Je pense que c'est un petit peu prématuré parce que, comme vous le savez, dans un premier temps, c'était l'urgence de sauver les gens, de déterrer les gens, voilà, de les enterrer, de s'occuper des blessés, des enfants, de reloger le logement parce que c'est une région qui est froide. Le relogement provisoire, voilà, déjà, et les routes, l'urgence totale. Voilà, et les routes étaient engorgées par l'aide qui devait venir de plus près vers ces gens-là. Et là, croyez-moi, ceux qui sont sur place, ils devraient insister sur la difficulté pour accéder, si vous voulez, parce qu'il y avait même des convois qui, au fur et à mesure, étaient en train de se déplacer. Il y avait des éboulements. Voilà, j'ai été sur le terrain, j'ai vu ça, il y avait des éboulements. Voilà, qui ont bloqué et qui ont partagé quelquefois des convois en deux. Et on arrivait à débloquer les routes, à les fluidifier, mais d'un moment à un autre, les routes se retrouvaient totalement paralysées. Et même jusqu'à maintenant, à cause des répliques. Il ne faut pas oublier que, bon... Elles sont certes légères, mais qui font tomber des gros blocs de pierre, des montagnes. Ils sont légères, je tiens à rassurer surtout les zones sinistrées, ils sont légères, ils sont en train de diminuer, mais de temps en temps, nous avons un pic qui est 4, 4,5, 4,8, et ça peut entraîner des écroulements, des éboulements, des chutes de blocs. Des effondrements, des maisons qui sont totalement fissurées. Ah oui, c'est pour ça qu'il est strictement interdit de rejoindre les maisons tant qu'il n'y a pas nos ingénieurs qui sont passés. C'est ce qu'on a fait à Al-Husseima. Et là, on avait et le vert, et l'orange, et le rouge. Le rouge, il faut le détruire. L'orange, on va pouvoir restaurer. Le vert, on peut rentrer. Et donc, justement, quelles sont, puisque vous évoquez le séisme dramatique d'Al-Husseima, quelles sont les leçons que l'on a tirées d'Al-Husseima, de cette tragédie que l'on peut, dont on peut profiter, si j'ose dire, pour gagner du temps, parce qu'il y a urgence pour le relogement et surtout pour la construction. Écoutez, et Sa Majesté insiste sur l'efficacité et la célérité, la rapidité de l'action. Déjà, Sa Majesté avait insisté déjà après le séisme de Husseima de façon à ce qu'on fasse une mise à jour du code de construction parasismique. Et ça, on l'a fait. C'est chose faite. C'est chose faite et on a tenu compte de toutes les leçons. Et donc, on a tous les détails et toutes les techniques qui viennent des pathologies, différentes pathologies qu'on avait observées, que les ingénieurs... Même si la nature est différente, même si c'est une autre région, c'est le nord, non, maintenant, dans le sud. Vous avez raison. Donc maintenant, on a dit, nous sommes dans un nouveau contexte. Nous sommes dans des altitudes beaucoup plus importantes. 3000, 4000 mètres. Il ne faut pas oublier le teasing test. On est dans cette région. On est dans des matériaux d'une autre nature. Nous sommes dans un climat différent. Et donc, et sur des versants instables, si vous voulez. Nous sommes tout à fait dans un autre contexte. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il faut aller sur le terrain. Moi, le premier, il faut que je sois là-bas, de façon à ce qu'on tire les leçons qui doivent être prises en compte pour qu'on puisse mieux reconstruire. Vous n'êtes pas encore allé sur le terrain, mais certainement des feedbacks, des commentaires vous parviennent de la part de vos collègues. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que l'on a comme information concrète en ce moment? Écoutez, comme vous l'avez dit, je suis constamment avec beaucoup d'amis qui sont sur le terrain. D'ailleurs, plusieurs équipes sont sur le terrain. Elles essaient de faire ce qu'ils peuvent en attendant que les routes se dégagent. Et à partir de là, il y a des caractéristiques, des spécificités de cette région, que ce soit en termes des déformations qui sont enregistrées, surtout cette affaire des instabilités est incroyable. Et il y a aussi les pathologies au niveau des différentes constructions dont il faut en tenir compte. Et aussi, il y a un certain nombre de questions où la science doit intervenir pour répondre. Pourquoi, au niveau de certaines régions, les mêmes constructions se sont effondrées 100%? Et pourquoi dans d'autres, c'est moitié-moitié, et dans d'autres... Et ça aussi, on a une première réponse. C'est que lorsque l'onde se déplace, lorsqu'il arrive à certaines topographies, il s'amplifie et il peut entraîner des dégâts sur le même type de construction beaucoup plus importants que d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de reconstruire au niveau de ces zones. Mais d'amples précisions vont certainement se dégager dans les jours qui viennent, professeur. Exactement. Les choses vont maintenant être beaucoup plus précises parce qu'il faut... À Al-Husseima, on a mobilisé 500 ingénieurs. Et pourtant, en termes de... Là, on est en train de parler... Moi, je peux vous dire, si on délimite uniquement la zone sinistrée au niveau des montagnes, nous sommes dans 1 million d'hectares.
Si on étend un petit peu les autres régions jusqu'à Marrakech, nous sommes dans 1 million et demi d'hectares. Ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait un quadrillage avec des participations par zone pour que l'on puisse en sortir le plus possible. Et tout un travail qui soit bien structuré, bien ordonné. Merci beaucoup pour cet éclairage, professeur Hassan Ait Brahim. Je rappelle que vous êtes expert en génie parasismique et gestion des risques. Intéressons-nous à présent à la reconstruction de l'humain. Cette fois-ci, le séisme de la nuit du 8 septembre n'a pas uniquement, comme vous le savez, engendré des pertes en vie humaine et d'énormes dégâts matériels, mais il a aussi laissé des séquelles dans les cœurs et les esprits des habitants des zones sinistrées. Les plaies sont encore ouvertes, fraîches, une épreuve difficile avec des séquelles psychologiques importantes. Certains blessés et rescapés sont en proie à des traumatismes psychologiques. Jeunes et adultes ont besoin d'une assistance psychologique afin d'arriver à dépasser le choc engendré par cette catastrophe naturelle. Plusieurs cellules de soutien psychologique ont été mises en place dans ces régions touchées pour aider justement les personnes les plus vulnérables à se remettre de cette rude épreuve. Abdel Fattah Zouine, Imad Amsmir et Zakaria Mouqim Billah. Devant les ruines de sa maison, Abdelkrim, 13 ans, marque une pause et se rappelle de cette nuit du vendredi où la terre a brutalement tremblé. Abdelkrim semble toujours hanté par ses souvenirs douloureux qui l'empêchent d'avancer. Aujourd'hui, il est accompagné par des assistants sociaux qui l'aident à mettre des mots sur ce mal qui le ronge. Je suis toujours sous le choc. Le lendemain du séisme, le douar était en ruine. Le minaret de la mosquée s'est écroulé. J'ai eu très peur pour les nôtres et pour nos connaissances. Nous essayons d'offrir un accompagnement psychologique aux enfants victimes du séisme. Nous les assistons et leur prêtons une écoute attentive. Cet après-midi, il y aura des activités ludiques pour essayer de leur redonner le sourire. Au Douar Riyad, dans la commune rurale Tamelkout, province de Taroudant, les effets du séisme sont toujours manifestes, des dégâts aussi flagrants. Sur place, des caravanes médico-psychologiques sont venues à la rescousse de la population. Les enfants sont très affectés. Dès qu'il y a un son brusque, ils sont terrifiés. Nous essayons de les rassurer en leur disant que le séisme est passé. L'aide des cadres médicaux nous est très bénéfique. À l'hôpital de campagne d'Efar à Tafingoult, une tente est spécialement destinée à l'accueil des enfants victimes du séisme. Accompagnés de leurs parents, ces enfants s'adonnent à diverses activités ludiques, le temps de retrouver un tant soit peu des instants de bonheur et de quiétude. Nous avons tout ce dont on a besoin. Nous sommes contents. Je remercie les cadres médicaux qui nous ont pris en charge et qui nous ont offert l'occasion de nous défouler. Après la terrible épreuve du séisme, l'heure est à la reconstruction de l'humain. Les séquelles aussi bien physiques que psychologiques sont toujours vives, surtout chez les plus jeunes. Des catégories qui ont besoin de suivi psychologique soutenu afin d'éviter des effets néfastes sur leur scolarité et leur développement psychologique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Jalal Taoufek, directeur de l'hôpital Drazi à Salé et membre aussi de l'Organisation des Nations Unies de contrôle des stupéfiants. Professeur Taoufek, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Bienvenue professeur. Tout d'abord, quelles sont les personnes susceptibles, on va dire, de développer des problèmes psychologiques après le séisme d'Al Haouz? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances, et mes sincères condoléances et mes pensées profondes pour les victimes de ce séisme terrible. Et puis surtout aussi tirer mon chapeau pour tous les gens qui sont mobilisés et qui sont sur place. Alors, les gens qui sont susceptibles de présenter des troubles psychologiques vont présenter des troubles de risque qui sont supérieurs aux troubles protecteurs. Alors, je m'explique. Les troubles de risque sont de plusieurs natures. Vous avez la nature et la gravité du séisme ou du trauma, en général, du traumatisme. Plus c'est grave, et plus bien sûr les risques psychologiques sont importants. Vous avez aussi les expériences antérieures. Si quelqu'un est passé par des expériences antérieures, pas forcément de séisme. Ça peut être de viol, ça peut être accident de voie publique, ça peut être toutes sortes de traumatismes qui va menacer l'intégrité physique ou l'intégrité psychologique de la personne. Et puis vous avez le soutien. Quel type de soutien nous avons? Plus vous avez du soutien, et mieux c'est. Et puis vous avez la santé physique de la personne.
plus la personne est en santé physique, moins elle présenterait des troubles psychologiques. Quelqu'un qui a par exemple un diabète sévère, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle, etc., est beaucoup plus vulnérable. Vous avez aussi les antécédents personnels et familiaux de troubles mentaux. Si vous avez un trouble mental déjà à la base, vous êtes beaucoup plus vulnérable et vous serez beaucoup plus touché. Vous avez aussi la culture et les traditions. Vous avez les cultures, par exemple, de solidarité, les cultures de proximité soutiennent encore plus et favorisent la protection contre les problèmes psychologiques. Vous avez l'âge. Les réactions des gens vont différer en fonction de l'âge. Et puis vous avez un certain nombre de déterminants socio-économiques, l'aide. Je me permets de vous arrêter par rapport à l'âge. Donc oui. Les personnes les plus vulnérables, est-ce qu'on peut dire que ce sont les enfants, les seniors? Ça dépend. Alors, les personnes âgées développent un certain nombre de particuliers de troubles psychologiques et les enfants en développent d'autres et plus tard. Donc c'est pour ça que je parle de l'âge comme déterminant extrêmement important. Et puis pour finir, vous avez les déterminants socio-économiques et neurobiologiques. Les déterminants socio-économiques, c'est bien sûr, avez-vous du soutien social? Quelqu'un qui, par exemple, s'est vu effondrer sa maison secondaire, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui s'est fait effondrer sa maison principale. La perte matérielle est totale. Matérielle, vous avez aussi la possibilité de vous refaire. Donc si vous êtes aisé, si vous avez la possibilité. Mais si vous perdez tout votre cheptel, votre bétail et votre terre, c'est beaucoup plus grave. Et puis vous avez aussi des déterminants, ce qu'on appelle neurobiologiques. C'est des gens qui ont des structures particulières du cerveau, comme les gens par exemple qui ont des hippocampes qui sont de petits volumes, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, et qui aussi ont une hyperactivité au niveau des amygdales cérébrales. À ce moment-là, c'est des gens qui sont beaucoup plus susceptibles à faire des problèmes psychologiques. Très bien, c'est clair, professeur. Maintenant que l'on a identifié, on va dire, les profils ou alors les terrains qui sont plus vulnérables ou susceptibles de développer des troubles psychologiques ou alors des problèmes tout court psychologiques après ce drame, maintenant, quelles sont les personnes qui sont habilitées, on va dire, à prendre en charge les personnes en question? Alors, dès qu'on parle de problèmes de santé, il faut faire très attention parce que n'intervient pas qui veut. Ne s'invente pas intervenant qui veut. C'est très important pour la simple et unique raison est que l'intervention psychologique, le soutien psychologique, si vous voulez, va envoyer à deux choses différentes. La première, c'est bien sûr d'être là, de soutenir, d'être présent physiquement, d'être relativement proche, pas trop, de respecter la personne, la dignité, etc. Mais vous êtes là pas que pour la compassion et l'écoute. Et l'écoute d'ailleurs qui doit être sans intrusion. C'est très important. C'est pour ça que c'est des technicités particulières. Surtout peut-être pendant les premiers jours. Hein. Pas d'intrusion. On écoute les gens, mais on ne s'introduit pas dans l'espace des personnes. Et puis surtout, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir que on ne fait pas que du soutien, on fait de l'identification, de la détection précoce. Or, si vous écoutez simplement, si vous observez simplement, vous n'avez pas cette capacité, cette technicité, cette habileté, ou alors ce savoir-faire de pouvoir détecter et intervenir précocement, ça ne sert strictement à rien. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a une double composante dans ce qu'on appelle l'intervention psychologique. C'est pour ça que votre question est extrêmement pertinente. L'intervention psychologique, ce n'est pas que de la compassion, ce n'est pas que taper sur l'épaule de quelqu'un. D'ailleurs, il ne faut même pas taper. Surtout culturellement, dans certaines régions. Mais il faut absolument, en soutenant la personne, en écoutant la personne, en observant si vous voulez, l'acuité de l'atteinte de la personne et la gravité de l'atteinte, être en même temps capable de faire ressortir les symptômes et les signes qui font tilt dans votre tête et qui vous disent attention cette personne, et on doit plutôt la prendre en charge différemment. On doit la référer peut-être, on doit l'orienter. Donc, vous voyez, ce n'est pas que le soutien, c'est le soutien avec la détection et l'identification précoce, parce que c'est de l'identification précoce et de la détection précoce que va dépendre le pronostic et l'avenir de cette personne sur les mois, sur les années à venir. Très bien. Maintenant que l'on a identifié les personnes à risque, on a écouté, identifié, sans être intrusif, le problème à traiter. On a aussi parlé de la personne habilitée à le faire. Maintenant, comment cela se fait ? Cela se fait par des professionnels, comme j'ai dit, ça peut être des psychologues. Mais comment, à quoi ressemble la prise en charge? Alors je vais vous dire, ça peut se faire d'abord, les intervenants, c'est des psychologues, des psychiatres, des médecins qualifiés, des infirmiers qualifiés, des assistantes sociales qualifiées. Encore une fois, il faut un minimum, un package de formation qui est très important pour pouvoir justement apprendre cette technicité. Ne pas être trop intrusif, respecter la dignité, respecter la distance, l'écoute bienveillante, la compassion, etc. Et puis après, alors, en fonction, comme je disais tout à l'heure,
quand on détecte des choses, on détecte par exemple si vous voulez, la gravité de l'atteinte, on détecte le dépit, on détecte la colère, on détecte le retrait, on détecte l'isolement, on détecte la tristesse, on détecte l'angoisse, on détecte l'inquiétude excessive. Et à ce moment-là, on intervient en fonction de ce genre de choses. Chez les enfants s'expriment différemment que les adultes. Les enfants s'expriment surtout par le retrait et s'expriment surtout parfois par la stupeur, par le mutisme, par une tristesse qui se voit sur le visage, par exemple une sorte de retrait, d'isolement par rapport aux autres personnes. Les enfants n'ont pas envie de réécouter ou alors d'être réexposés à ce qui s'est passé. Donc, en fonction de tout ça, on va aller vers d'autres outils d'entretien. On va aller piocher tranquillement, sans forcer, sans être encore une fois intrusif, et pouvoir aussi prendre la personne et la mettre à part, et essayer de travailler avec elle de façon beaucoup plus professionnelle pour pouvoir justement intervenir. Très bien, puisque vous évoquez le cas des enfants qui sont vulnérables, j'ai été pendant la couverture du séisme d'El Haouz à l'hôpital médico-chirurgical de campagne d'Esni, l'hôpital militaire, et où il y a justement une cellule consacrée à la psychiatrie avec de grands professionnels où les choses se font de manière remarquable. Et j'ai vu des enfants qui justement n'arrivaient pas à briser le silence. Et le médecin en chef, il m'a parlé en fait de réactions miroirs chez les enfants, de dissociation qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe, qui sont dépassés par les événements. Ces enfants, comment les prendre en charge? Vous savez, le séisme, c'est quoi? Le séisme, c'est la ruine et la perte. Donc, lorsque vous êtes un enfant, l'enfant déjà, par définition, est extrêmement vulnérable. On pourrait parler de la résilience de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la résilience de l'enfant. Comment la nourrir justement? Grâce à un cerveau extraordinaire. C'est un cerveau qui est en pleine mutation. Donc ça dépend des âges. Le cerveau est en pleine mutation. Le cerveau permet de dépasser chez l'enfant, à cause de cette malléabilité, ce qu'on appelle la neuroplasticité, et le développement, et surtout une connexion interneuronale extrêmement rapide chez l'enfant qui permet parfois de mettre certains événements en arrière-plan. D'accord, et de pouvoir s'en débarrasser sans qu'il y ait trop de On peut s'en débarrasser définitivement? Pas définitivement. Alors, attention, il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire de, entre guillemets, d'inconscient, etc. Enfin, le cerveau fonctionne différemment sur le plan cognitif. C'est des degrés de mémorisation et de mise en, si vous voulez, dans le tiroir et mise au placard. Ça peut alléger la souffrance. Pour alléger la souffrance. C'est un compromis cérébral. C'est des techniques que le cerveau trouve et les fait très bien chez les enfants. Un mécanisme d'autodéfense peut-être? J'ai pas trop, c'est parce que ça renvoie à des théories qui sont aujourd'hui obsolètes. Mais en tout cas, c'est comme ça que le cerveau réagit à l'environnement. Et donc, plus on va vers l'âge, plus on avance dans l'âge, pardon, et plus ça devient compliqué de faire ce genre de choses. C'est pour ça que l'enfant peut avoir des résiliences. Mais l'enfant est aussi beaucoup plus vulnérable, justement à cause de ce même cerveau en développement rapide. Vous voyez, c'est ce même cerveau qui se développe rapidement et qui permet la résilience. C'est cette rapidité de développement qui permet aussi la vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'une brèche, une rupture sur un cerveau en plein développement est une brèche qui est beaucoup plus béante. Et donc les enfants peuvent se retrouver justement à souffrir beaucoup plus. Très bien. Combien de temps après la catastrophe apparaissent, on va dire, les premiers signes? Est-ce que ça apparaît immédiatement, quelques jours après, selon les enfants, l'âge, l'environnement? Encore une fois, c'est une question aussi très pertinente. En fonction de, j'ai mentionné tout à l'heure tous les facteurs de vulnérabilité, et puis vous avez... On peut creuser encore plus. Et puis vous avez les facteurs aussi de résilience et de protection. Un enfant dont les parents ne sont pas morts ne réagit pas de la même manière qu'un enfant dont les parents sont morts, ou dont la fratrie est touchée, ou dont la maison est complètement en ruine. Un enfant qui va être pris en charge très rapidement, même si il est orphelin, il devient orphelin par C'est selon l'ampleur des dégâts en fait humaine et en Vous savez, le séisme géologique, lui correspond le séisme cérébral. Le séisme psychologique. Donc c'est les mêmes vulnérabilités. Plus vous êtes solide sur le plan neurobiologique, sur le plan cérébral, sur le plan psychologique, sur le plan cognitif, sur le plan social, économique, et plus vous luttez. Plus vous êtes vulnérable, et moins vous luttez. Donc les brèches qui se font au niveau du sol, c'est des brèches qui vont se faire au niveau psychologique. Donc c'est pour ça que les enfants, ce qui est très très important, on parle des enfants, mais il faut aussi parler des adultes. Les enfants, il faut les protéger tout de suite, parce que les enfants, quand ils vivent ce genre de choses, ça a un impact extrêmement important pour le restant de la vie. Mais attention, les adultes aussi. Il ne faut pas oublier que les adultes aussi sont vulnérables. Les adultes, les problèmes psychologiques n'atteignent pas que les gens qui sont blessés. Ils atteignent les gens qui sont blessés et les témoins. Si aujourd'hui vous allez
sur la région, enfin dans la région sur place, et que vous êtes témoin de choses extrêmement choquantes, vous pouvez développer un état de stress. Vous pouvez développer des problèmes psychologiques. C'est pour ça que d'ailleurs les intervenants, même s'ils sont des professionnels, finissent par développer des problèmes psychologiques. On le voit chez les pompiers, on le voit chez les gens qui travaillent dans les séismes, on le voit chez les secouristes. Ça impacte tout le monde finalement, mais à des degrés différents. Ça impacte tout le monde, effectivement. Donc attention, même si on est un professionnel, on peut aussi en ressentir l'impact. Quel est le travail cette fois-ci que l'on doit faire cette fois-ci pour sensibiliser quant à l'importance de tout ce que vous venez de dire, professeur, à l'importance de la santé mentale dans ces conditions très difficiles que vivent les rescapés du séisme? Parce qu'on ne parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez en tout cas de la santé mentale au Maroc. Et là, nous sommes devant une catastrophe d'une grande ampleur, ampleur sans précédent. Les dégâts sont aussi à l'image de l'ampleur. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous savez, madame, ce qui m'a le plus peiné au départ de cette terrible tragédie, c'est que quand on dit nous avons déployé des spécialités, et on cite toutes les spécialités, mais on ne cite pas la psychiatrie et la santé mentale. Or, si vous voyez, mais attention, ça s'est fait. Je dis cité, je ne dis pas que ça ne s'est pas fait. Au contraire, ça s'est fait. Soit mis en avant, vous voulez dire? Ça s'est fait à partir de fin 48e, enfin début de 72 heures, on va dire. Ça s'est fait quand on a déblayé. L'équipe d'Hôpital Razi est partie le lundi déjà, était sur place à Marrakech. C'est cette équipe dont vous parlez qui est Asni, qui est Moulay Ibrahim, qui est Amarira, qui est arrivé aujourd'hui, qui est Tahannaout, etc. Et qui va faire, qui est redéployé, qui va partir lundi pour d'autres régions. Donc je vous dis, il faut absolument qu'on sache que la première chose à faire si on veut protéger notre population, c'est la protéger sur le plan physique et de la protéger sur le plan mental. À quoi ça sert d'opérer quelqu'un si on sait que cette personne-là va par la suite, je ne dis pas qu'il ne faut pas opérer, mais juste, je veux dire, on opère, mais on s'assure aussi que cette personne est indemne sur le plan cérébral, sur le plan mental. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, vous allez sortir des rescapés miraculés, et puis par la suite, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez une sorte de légume le restant de la vie. Quelqu'un qui est déprimé le restant de la vie, quelqu'un qui fait des troubles anxieux extrêmement importants, quelqu'un qui peut développer un état de stress post-traumatique grave, quelqu'un qui peut développer un retrait social extrêmement grave. Donc vous voyez, ça va de pair. Et si vous voyez tous les documentaires ou toutes les émissions en direct lorsqu'il y a des catastrophes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'équipe d'intervention est arrivée sur place et des équipes d'écoute ont été mises en place toujours le premier jour. Toujours le premier jour. Là, en l'occurrence, c'était compliqué à cause de l'accessibilité, mais dès que les voies ont été accessibles, les équipes de soutien psychologique ont été mises sur place. Vous avez parlé tout à l'heure, j'y reviens, de la résilience. Certes, l'accompagnement, le travail des spécialistes, cela va sans dire, il est très important, il est même crucial, mais est-ce qu'on peut aussi s'aider soi-même pour développer la résilience, surtout quand on est adulte? Peut-être pour les enfants, ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils à donner dans ce sens? Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aussi faire le travail eux-mêmes. Vous savez, ça va dépendre. C'est comme si vous me dites, voilà, je risque de développer un diabète, comment faire moi-même? Bien sûr, il y a des... Écoutez, la première des choses d'abord, c'est d'éviter de regarder à répétition les réseaux sociaux et regarder les news et regarder ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Il faut absolument protéger les enfants des images répétitives parce qu'on sait que la répétition des images est une catastrophe. La deuxième chose, c'est de parler. Il faut absolument, il faut absolument répéter, laisser les gens, écouter les gens, parler de leurs problèmes, parler de ce qui s'est passé, parler de la perte des parents, parler de l'effondrement de la maison, parler de la perte de la tante, de la fratrie, etc., des membres de la famille, parler des blessures graves, parler des amputations. C'est très important que les gens parlent et on les laisse parler. Pourquoi? Parce que quand on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de mettre petit à petit, plus on en parle, plus on met ces phénomènes, ce qu'on appelle, si vous voulez, comme une sorte de background cérébral. C'est comme si on les met derrière, au niveau du cerveau, et ce n'est plus vivant et vivace et traumatisant. Donc c'est pour ça qu'on essaie absolument de faire parler les gens, mais encore une fois, on ne les pousse pas à parler. Faire parler, ce n'est pas pousser à parler. C'est pas, il faut absolument que tu me parles, il faut absolument que tu me racontes, il faut absolument... Non, on laisse les gens, on les respecte. Les règles d'or, c'est quoi? C'est observer. Observer, pourquoi? On observe les gens qui sont en détresse,
les gens qui sont en dépit, les gens qui sont en colère, les gens qui sont en état de stupeur, les gens qui sont extrêmement blessés sur le plan psychologique, on les voit, les gens qui sont attristés et complètement en isolement, c'est vers cela qu'on va. C'est les prioritaires. Et puis, une fois qu'on observe, on écoute. On met les gens à côté, on s'assoit pas trop proche, on n'est pas trop loin non plus. On hoche la tête pour dire aux personnes qu'on les écoute, on acquiesce, pour dire attention, on est là, notre présence est là, et puis on laisse les gens parler. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu qu'est-ce qui se passe, et une fois qu'on a un savoir-faire, une technicité pour repérer ce qui ne va pas, on va référer, orienter, soit à nous-mêmes, soit à référer aux autres équipes. Aux personnes concernées, merci beaucoup pour cet éclairage, précieux éclairage, professeur Jalal Tawfiq. Je rappelle que vous êtes directeur de l'hôpital Razé à Salé et membre aussi de l'Organisation des Nations Unies de contrôle des stupéfiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et avant de poursuivre l'actualité liée au séisme d'Al Haouz, la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc n'est pas à l'ordre du jour et n'est pas programmée, indique une source gouvernementale officielle marocaine. Dans une interview à une chaîne d'information, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait annoncé la programmation d'une visite du président Emmanuel Macron au Maroc sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est bien la même source gouvernementale officielle s'étonne que Madame Colonna, je cite, ait pris cette initiative unilatérale et se soit donné la liberté de faire une annonce non concertée concernant une échéance bilatérale importante. Fin de citation. Survenu 5 jours après la rentrée scolaire, le séisme d'Al Haouz, le séisme du 8 septembre, n'aura pas perturbé pour longtemps les cours qui ont repris dans certaines contrées qui s'apprêtent à reprendre dans d'autres localités, dans les zones sinistrées. Une reprise des classes dans des classes plutôt installées de façon provisoire dans les localités durement touchées par le séisme. Objectif, permettre aux élèves, dans ces circonstances difficiles, de retrouver leurs camarades dans une ambiance de partage, de sérénité, de quoi penser, ne serait-ce qu'un petit peu, leur plaies, combler les seulement pour ceux qui ont perdu des êtres chers, mais aussi pour garantir la poursuite de l'apprentissage. Petit à petit, la vie semble reprendre son cours normal sur les contreforts de l'Atlas où le séisme a été des plus dévastateurs. Ce fut le cas à Asni, situé à 49 km de l'épicentre. Ce samedi est comme une bouffée d'oxygène. Le souk hebdomadaire a retrouvé sa place centrale. Les habitants y affluent pour faire leurs courses, mais aussi pour chasser l'ennui et la tristesse. C'est un reportage signé Amin Nouri, Mohamed Touanina. Le commentaire est de Dominique Orlando. Ce sont des images que l'on n'imaginait pas revoir de sitôt ici, dans ce petit village d'Asni qui a été très durement frappé par le séisme du 8 septembre. Des images qui redonnent espoir après plus d'une semaine de détresse et de désolation. La vie ainsi reprend son cours tant bien que mal au cœur des montagnes de l'Atlas. Et quoi de mieux que le souk hebdomadaire pour renouer avec ne serait-ce qu'un semblant de vie normale. Nous sommes venus au souk d'abord pour retrouver les gens du village, la famille, les voisins. Ils nous ont tous beaucoup manqué. Petit à petit, les gens reviennent au souk, même si la priorité pour eux, c'est de s'occuper de leurs enfants qui ont été très choqués. En moins d'une minute, dans la nuit du 8 au 9 septembre, la vie a totalement basculé pour l'ensemble des quelques centaines d'habitants que compte Asni. Quelques-uns ont tout de même eu la force et l'énergie pour renouer avec leurs anciennes habitudes et à nouveau venir se ravitailler en produits tout frais. Dieu merci, la vie reprend, malgré l'inquiétude qui subsiste. Les gens sortent pour s'approvisionner et pour passer à autre chose. Petit à petit, la vie semble reprendre le dessus. Elle ne sera plus tout à fait la même pendant encore un certain temps. Le temps de cicatriser les blessures et de surmonter les chagrins causés par tant de pertes. Ouadjazat est une autre province très touchée par les dégâts matériels du séisme de la nuit du 8 septembre. Comme dans toutes les localités affectées, l'aide nationale s'y organise et s'y intensifie même de manière très structurée. Les équipes des forces armées royales et les différents acteurs concernés ne ménagent aucun effort pour distribuer les aides humanitaires nécessaires aux populations sinistrées, comme nous le voyons à l'instant même sur ces images. À
À saluer aussi l'élan de solidarité exceptionnel et spontané, cette fois-ci venant de la société civile. Depuis les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre, eh bien, les aides de différentes natures n'ont pas cessé d'affluer massivement vers toutes les provinces concernées, comme nous pouvons le voir sur ces images prises à Knefra. Et si la vie semble suivre petit à petit son cours dans les villages d'El Haouz, eh bien, dans la ville de Marrakech, l'activité touristique se poursuit, rassurée par la normalité qui y règne actuellement, et admiratif aussi devant la résilience et l'hospitalité en toutes circonstances d'un peuple formidable. Les touristes étrangers profitent à Marrakech du soleil des dernières semaines du mois de septembre. À présent, c'est belles les images reflétant les valeurs de tolérance et du vivre ensemble qui ont toujours caractérisé le Maroc et son peuple depuis plusieurs siècles. Dans la continuité justement de cet esprit de communion, eh bien, les Marocains, c'est cela, de confession juive, ont participé à l'élan admirable de solidarité provoqué par ce puissant séisme. À la synagogue Beit El Casablanca, ils étaient nombreux à réciter la prière du Kaddish pour le repos de l'âme des victimes du séisme d'El Haouz. Voici quelques réactions. Nous considérons ce soir que nous avons perdu des êtres extrêmement proches et nous voulons absolument montrer, prouver cette grande proximité que nous avons avec le peuple marocain qui est notre peuple, nos frères. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de douleur, mais en même temps avec beaucoup de fierté, que nous sentons, comme tous les Marocains, le privilège d'être dans ce peuple qui a une telle proportion à la solidarité, à la tolérance, à l'amitié, à la compassion, que pour tout être humain, ça doit être un exemple. Nous avons fait une cérémonie à la mémoire des victimes du séisme d'El Haouz. Il était très important de marquer notre solidarité. Donc nous avons pu faire la bénédiction à leur mémoire, ce que nous appelons la Hashkaba chez nous. Ensuite, les rabbins ont procédé au Kaddish, qui est la prière pour les défunts. Comme pour les familles, quand nous avons perdu quelqu'un, nous faisons cette prière à la mémoire de nos décédés. Et c'est ce qu'ont fait les rabbins à la mémoire des victimes. Ensuite, bien sûr, nous avons béni nos rois, Feu Mohamed V, Feu Hassan II. Et bien sûr, nous avons béni notre roi béni, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde, et toute la famille royale. Nous tous, nous vivons un moment terrible de l'histoire du Maroc. Et l'histoire du Maroc nous appartient comme nous appartenons au Maroc dans son histoire. C'est un désastre énorme qui a touché douloureusement le Maroc entièrement. Et quand je parle du Maroc, je parle de la terre, cette terre natale que nous avons toujours chérie et que nous avons toujours aimée. En dehors de ce désastre de la terre, qui a rejeté en fin de compte beaucoup de monde. Alors, ça a touché, mais farouchement et indifféremment, les vieux et les jeunes, les femmes et les enfants. Terrible à supporter, effectivement, ces disparitions et ce désastre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est notre famille qui est partie. Nous sommes très tristes, nous sommes très touchés par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a une solidarité de la part de tout le monde, toutes confessions confondues. Et ça, c'est le Maroc, ça, c'est le Marocain. Ça, c'est justement l'instinct, c'est inné en nous, c'est dans nos gènes.
Ce sont nos valeurs qui ont été les valeurs de nos parents, de nos arrière-parents, de plein de générations qui nous ont été transmises et qui ont été transmises jusqu'à aujourd'hui et qui font que justement nous nous aidons les uns les autres. Et puis vraiment bravo à toute cette belle solidarité. Tout le peuple est là, tout le peuple a envie de faire encore plus et il en fait. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.